j'étais à fond sur Instagram en train de montrer un petit peu le positif, de voir le positif, de me dire il y a des belles choses, on n'est pas venu là pour rien. Au fond de moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, mon mari n'allait pas bien. C'est quelqu'un d'assez fier et qu'il ne veut pas en parler, donc en fait on n'en parlait qu'ensemble quand on avait nos familles. Et moi aussi, tout allait bien en fait, je suis libre. Mais au final, quand tu passes le pas de ta porte, c'est pas ça. Ce qui est la réalité, c'était pas vraiment notre réalité. Tu peux pas dire à quelqu'un que t'aimes, allez, on fait semblant, allez, voilà, non. Donc c'est ce qui a fait que on a eu une conversation et qu'on a pris la décision de rentrer. Je crois qu'on était arrivés au bout. Partir à l'étranger, c'est souvent synonyme de promesse. Une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, la découverte d'une grande richesse culturelle. Sauf que parfois, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, French Expat tend son micro à Sabrina, qui témoigne de son expérience ratée aux États-Unis. Après avoir longtemps rêvé de leur vie de famille à l'étranger et tout un dédale de démarches administratives afin de pouvoir enfin partir, voilà Sabrina, son fils et son mari qui s'installent à Franklin, dans la banlieue de Nashville, au Tennessee. Mais finalement, une fois sur place, l'expatriation ne correspond pas du tout à la vie qu'ils s'étaient imaginée et ils en viennent même à s'interroger sur la raison de leur départ de France. Alors Sabrina fait semblant. Elle cache à ses amis, à sa famille et même sur les réseaux sociaux son mal-être. Jusqu'au jour où elle n'en peut plus. Ni elle, ni son mari. Alors ils prennent ensemble la décision difficile de rentrer après 9 mois de vie à l'étranger. Au moment où sort cet épisode, Sabrina et sa famille sont rentrés en France depuis à peine quelques jours. Et là-bas, ils vont devoir tout reconstruire de zéro. Alors au nom de toute la communauté de French Expat, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 34 ans, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans, je suis mariée depuis 2 ans. On s'est mariés exprès pour venir aux États-Unis pour avoir notre visa, mais ça fait quand même 13 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 1 an au mois de décembre qu'on habite dans le Tennessee, donc une petite ville à côté de Nashville qui s'appelle Franklin. Alors, les États-Unis, ce qu'on connaissait, ce qu'il y a dans les films, je pense comme beaucoup de Français. Mais sinon, on avait fait un séjour avec mon mari d'1 semaine pour ses 30 ans à New York. Donc, on avait visité, on avait fait vraiment quelque chose de touristique. Mais sinon, à part ça, non, c'était vraiment des choses qu'on avait vues, des reportages, etc. On ne connaissait pas forcément les États-Unis plus que ça. Et alors, comment est-ce que l'opportunité de partir à l'étranger s'est présentée ? Est-ce que c'est une envie que vous cultiviez en couple, en famille depuis un moment ? Ou est-ce que c'est un peu un truc qui vous est tombé sur le coin du nez, vous vous êtes dit, pourquoi pas, tentons ? Alors, on a toujours eu envie de partir vivre à l'étranger. Alors, ne me demande pas pourquoi, parce que je sais pas. En fait, on s'est toujours dit, avant les 6 ans de notre fils, on aimerait partir vivre à l'étranger. Mon mari travaille dans une multinationale française. Ils ont pas mal de bureaux en Pologne, en Hongrie, etc. Il avait déjà fait des séjours. Et on s'était toujours dit, on ira là-bas, passer quelques années, voilà. Et puis finalement, mon mari a eu son responsable qui a été muté aux États-Unis. Et donc, on a découvert que les États-Unis, c'était possible. Et là, on se dit, c'est chouette. Et très vite, en fait, il a proposé à mon mari un poste ici. Donc, l'idée a germé, a mûri. Il a commencé à passer les entretiens. Donc ça s'est passé très bien. Et au moment de dire en France à son nouveau responsable qui s'apprêtait à partir, 2 jours après, il y a eu le confinement. Donc c'était en mars. Moi, j'avais rien dit à mon travail, donc je me suis retrouvée confinée. Mon mari, lui, il a fait du télétravail. Donc c'était un petit peu compliqué, tendu, parce que il avait l'impression d'être là, mais plus vraiment à sa place, parce que c'est vrai que dans sa tête, il avait déjà fait le cheminement qu'on allait partir.
Et puis finalement, tout est retombé comme un soufflet. Donc l'été, on a laissé passer l'été, l'automne. Au mois de décembre, c'est revenu sur la table en nous disant voilà, on aimerait que vous veniez. Donc il a recommencé à passer des entretiens, cette fois-ci pour un autre poste dans le Missouri. Donc il a fait des entretiens dans le Missouri, ça s'est bien passé, il a validé les étapes, on lui a dit pas de souci, on te prend, tu peux commencer quand. Donc il a dit moi il n'y a pas de problème, quand vous voulez. La petite famille se réjouit d'un départ à venir et se prépare à un changement de vie. Sabrina annonce même son expatriation prochaine à son employeur, mais une fois de plus, ce plan tombe à l'eau. C'est finalement 18 mois plus tard, non pas dans le Missouri mais dans le Tennessee, que la famille de Sabrina pourra enfin partir vivre aux États-Unis. L'entreprise du mari de Sabrina les accompagne dans toutes les procédures d'immigration et de visa et leur propose aussi les services d'un coach en expatriation. Alors, on a eu 2 fois 2 heures avec lui, donc c'était pour nous expliquer un petit peu comment ça allait se passer, notre cheminement en fait d'émotions, comment ça se passait pour un expatrié. Donc, t'avais l'euphorie, t'avais la phase vraiment où tu étais pas bien, et puis après t'allais rebondir. Et, il a essayé de nous préparer. Nous, on se pensait au-dessus de ça, à se dire qu'on serait pas concerné par ces émotions. Parce qu'on se disait en fait qu'on avait été préparé pendant plus d'1 an à partir, qu'on y avait réfléchi, que c'était un projet de vie, que non, les États-Unis, c'était chouette, on voyait le truc tout rose en se disant non, pourquoi on aurait cette descente émotionnelle quoi. On est prêt, notre famille, on sait, c'est un choix, etc. Je pense qu'on s'est cru un peu au-dessus. Après, il nous a demandé donc quels étaient nos a priori par rapport aux mentalités américaines. Donc on n'en avait pas. C'est vrai que on savait qu'il y avait quand même un mélange culturel. Après, je pense que niveau accompagnement, quand on est arrivé ici, on a été accompagné pour trouver une maison, etc. Mais niveau comment on se sentait, il y a eu 0 social, quoi. C'était vous êtes là, on vous a payé le voyage. Est-ce que vous êtes bien ou pas, ça on s'en fiche. Ce qui nous donnait envie de partir aux États-Unis, c'était déjà apprendre une langue. Je sais que moi, l'anglais, je suis pas très bonne. Mon mari, il a un niveau correct, mais il avait besoin de se perfectionner. Après, on avait envie quand même de s'ouvrir à une culture, de proposer quelque chose de différent à mon fils, à notre fils. Donc, c'était vraiment les points qui faisaient. Après, en France, on était bien, on était heureux. En plus, on vivait loin de notre famille, on vivait en Savoie et on avait quitté 6 ans auparavant la Bourgogne, Dijon, donc c'est pas très loin, mais donc on s'était dit, tu vois, le manque de la famille, ça nous le fera pas. En plus, on avait vécu le confinement où on n'avait pas pu se déplacer, qu'on était loin, qu'on faisait déjà des visios, on se disait, l'apéro, ça sera pareil, on a 7 heures de décalage. Franchement, non. La seule chose négative avant de partir qui nous faisait peur, c'est qu'on a dû laisser notre chien en France. On a un bulldog français, Boston Terrier, un petit croisement. Et en fait, ces chiens-là sont interdits sur les compagnies aériennes à cause de leur nez. Tu sais, ils ont des problèmes de respiration, ils ont un nez court. Et donc, c'était pas possible. On avait commencé à réfléchir pour la faire venir en fret. On avait fait des devis, etc. Donc, c'est extrêmement coûteux. Mais après, on était prêt à faire l'effort. Sauf que quand on s'est renseigné auprès de notre vétérinaire, il nous a déconseillé de passer par là. Il nous a raconté des expériences et franchement, on a dit non. Que ça soit un chien ou une valise, c'était pareil, quoi. Il balançait la cage pareil. Au niveau du stress, c'était pas bon. Du stress en cage, elle n'avait jamais connu une cage. Elle avait 9 ans, donc quand même assez âgée pour ses chiens. Donc on a dit non. Donc c'était vraiment un regret. C'était vraiment... c'est un peu dur d'en parler toujours. Donc on l'a laissé à notre belle famille. C'était un déchirement, vraiment. C'est dur, quoi. Une séparation donc difficile, mais malgré tout, la famille de Sabrina reste assez excitée à l'idée de découvrir sa nouvelle vie, de recommencer de zéro ailleurs. On était vraiment excités de démarrer à zéro, en fait, de tout reconstruire à zéro. C'est ça qui est excitant, de dire... Ça peut être effrayant aussi. Alors moi, qui suis pourtant une angoissée de la vie, qui est la peur de l'inconnu, là, non.
C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi en fait à tout ce que je devais faire en France, toutes les démarches administratives, vendre, etc. Mais une fois arrivée sur place, en fait, j'ai eu l'impression que je m'étais pas assez préparée à ce qui m'attendait. C'est en fait la douche froide pour Sabrina lorsqu'elle arrive dans le Tennessee. C'est vrai que j'ai la barrière de la langue, j'avais pas forcément réfléchi que mon mari allait devoir être là pour ouvrir tout ce qui était compte, électricité, etc. Et je conduisais pas parce qu'on a une voiture de location, mais mon mari n'avait pas pu la prendre à son nom, vu qu'on n'avait pas de carte de crédit. Donc c'est quelque chose aussi à savoir quand tu arrives, c'est que tu n'as pas de crédit score, tu n'as pas de carte de crédit, enfin bon, il y a quand même un process. Donc j'avais pas pu être sur le contrat de location, donc je pouvais pas conduire. Donc je suis passée d'une femme française autonome qui aime bien bouger à devoir rester à la maison, à pouvoir rien faire. Parce que du coup j'avais laissé mon travail, donc mon mari travaillait à côté, donc lui aussi il avait à découvrir un nouvel environnement. Mon fils n'a pas pu aller à l'école vu que on a été 1 mois en appart-hôtel. Pour pouvoir l'inscrire donc à une école publique, il fallait qu'on ait une adresse fixe. Donc il a fallu trouver une maison. Donc le marché était assez tendu. On a dû faire des concessions aussi au niveau des prix. On s'était donné un budget, mais ça rentrait pas, clairement. Et donc on a pu l'inscrire que 2 mois après. J'étais collègue avec mon fils. C'était un peu compliqué parce que moi, tout le mois de décembre, quand je suis arrivée, j'ai passé mon mois à pleurer, à culpabiliser en fait, par rapport à ma chienne, de l'avoir laissée en France, par rapport à mon mari que je voyais pas bien. Quand on est arrivé à l'aéroport, mon mari était fatigué, il y avait tout ce contre-coup, tout ce qu'on a traîné pendant 18 mois. Donc mon mari était déjà fatigué d'avance, et puis ouais, t'as le contre-coup d'un nouvel environnement, t'as une pression de réussir, quoi. Il portait toute sa famille sur ses épaules, donc c'était compliqué. Tu te sens vraiment isolé, tu vis avec tes 7 valises et voilà. Tu sais pas la suite, tu n'as pas de maison, tu n'as rien, tu n'as pas encore de repères. Donc je t'avoue que là, le bon côté, je suis contente de pouvoir repartir à zéro, tout de suite, ça n'a pas été ça. C'était compliqué. Une arrivée qui pose donc ses défis, un peu comme toutes les arrivées en expatriation, mais Sabrina reste déterminée à faire de cette expatriation un succès. Vu qu'on s'attendait pas à être mal, on s'est dit bon, c'est normal, le coach, on a repensé à sa courbe. On s'est dit c'est normal, le début ça va être compliqué, etc. On va laisser passer les fêtes, quand on aura notre maison, ça ira mieux. Donc on a eu notre maison le 1er janvier. Donc on s'est dit nickel. Et finalement, après, il y a eu des choses qui se sont rajoutées. L'école, il a fallu attendre pour les vaccins. Une fois l'adresse permanente trouvée, finalement, c'est le carnet de vaccination qui pose problème. Un petit garçon qui est complètement à jour de ses vaccinations en Europe, mais pas aux États-Unis. Avant, on attendait d'avoir notre carte de mutuelle, grosso modo, en se disant on va avoir des frais de fou si on l'emmène chez le médecin. Enfin bon, tout ce qu'on nous avait dit, c'est qu'on allait déjà payer je sais pas combien. Donc on a attendu et finalement il est rentré à l'école le 1er février, donc 1 mois après la maison. 2 mois à la maison, on a essayé de travailler un petit peu l'anglais, etc. Mais pas suffisamment. Donc moi je m'étais dit tu vois, oui quand il ira à l'école, je vais pouvoir prendre mon rythme. Mon mari, il avait quand même trouvé un peu son rythme de travail aussi, donc ça allait mieux parce qu'on est arrivé le 30 novembre, le 1er décembre, il était au travail, quoi. Et il n'y a pas eu de répit, c'est comme ça, tu vois. Donc il y a eu des mois où ça a été mieux, hein. C'était bien, on était contents, on a pu voir des choses, on s'extasiait avec les animaux. Avec mon fils, en fait, l'idée c'est qu'on disait qu'on allait voir des écureuils partout. Et oui, en effet, il y a des écureuils partout. Tu vois des biches. En France, tu vois pas des biches comme ça, hein. On a profité, on a fait des parcs, on a fait des balades. On a essayé de profiter les week-ends vraiment au maximum. C'est vrai que moi, je suis passée de maman stressée qui travaillait 35 heures à je ne travaille pas, j'ai du temps pour mon fils. Niveau scolaire, en plus, c'est agréable ici. Enfin, bon, les horaires sont différentes. Donc vraiment, ce côté, je profite, on fait des activités extrascolaires ensemble. Voilà, des choses qu'on ne pouvait pas faire en France qui me réjouissaient. Finalement, c'est un début d'expatriation en demi-teinte. Beaucoup d'émotions, de la solitude, pas mal d'imprévus, puis, assez rapidement, un sentiment de culpabilité qui envahit Sabrina dans beaucoup de pans de sa vie.
c'était difficile pour mon fils. Il a fait des cauchemars pendant 4 mois. Alors après, je sais pas si c'est lié à l'âge, je sais pas si c'est lié à notre départ, mais beaucoup de peur liées aux armes. En fait, donc dans son école, il y a une policière qui est armée. Et c'est vrai que il nous a posé la question, pourquoi il y a une policière? Pourquoi elle a une arme? Donc c'est pour te protéger, oui. Mais tu rentres dans un cercle compliqué où t'es obligé de lui expliquer de te protéger de quoi. Donc t'essayes d'éluder un peu les questions, mais mon fils est quand même assez réfléchi et tu sais qu'il ne parle pas, mais il y pense. Donc il faisait des cauchemars sur qu'il pouvait y avoir des voleurs dans la maison. Ouais, à l'école, à la maison. En gros, il se sentait pas en sécurité. Il y avait vraiment un gros sentiment d'insécurité. Quelqu'un pouvait venir. C'était très compliqué. À l'heure actuelle, tous les soirs, avant de s'endormir, je suis obligée de lui dire que personne va venir, personne va monter les escaliers. Encore maintenant, au bout d'un an. À l'heure actuelle. En France, il avait pas ça. Wow. T'as quand même une culpabilité, même si ça se passe bien, si tu as l'impression, si tu grattes un petit peu, il y a quand même des choses qui te font mal au cœur. Ton enfant, donc il parle pas anglais, donc il a pas de copains. On a été convoqués à l'école parce que il tapait. Donc c'était son moyen de communication. Les enfants, il a été filmé, ils nous ont montré les vidéos. Il arrive le matin. Moi, j'avais l'impression que ça allait très bien. Il n'était pas énervé, quoi que ce soit. Là, tu vois qui s'assoit et qui commence à taper le petit devant, qui demandait rien, quoi. Donc, c'est dur de dire, en fait, mon fils peut pas s'exprimer, il a des émotions et tu culpabilises forcément en tant que parent, tu passes ta vie à culpabiliser. Je pense que c'est propre à chaque enfant. Mon fils est quand même un enfant timide. Il a peur de mal dire, de pas dire les choses correctement, donc il parlait pas forcément. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas forcément exprimé et il s'en servait pas. Donc au départ, il a été très bien accueilli. Les profs sont géniaux ici, avec un système de petites cartes où quand il devait arrêter, il mettait stop, il lui montrait. Ouais. Enfin, bon, voilà, ils sont vachement adaptés pour qu'ils puissent quand même communiquer d'une certaine manière. Oui. Avec les profs, il n'y avait pas de souci, mais c'était plus avec les autres enfants. Tu vois, il était tout seul dans la cour. Il était un peu marginalisé, quoi. Et quand t'es parent, tu te dis c'est notre choix, mon mari et moi, mais lui, il avait rien demandé, quoi. Donc c'était un petit peu dur. Ce qui a fait aussi, c'est que mon mari, dans son poste, il devait être amené à bouger normalement qu'une fois par semaine. Une semaine par mois. Et très vite, en fait, il s'est retrouvé être absent. Donc il fait des audits, il forme des gens, donc il peut intervenir au Mexique, aux États-Unis. Donc il était beaucoup parti, donc c'était très dur. Et donc c'est le côté professionnel pour lui qui a été difficile de partir. On a eu une amie, donc une Française au mois de janvier qui s'est fait renvoyer du jour au lendemain. Ça faisait 15 ans qu'elle était dans la boîte française, ici ça faisait 6 mois. Elle s'est fait virer comme ça, là, tu prends tes affaires et tu pars. Mon mari, en fait, s'est rendu compte de ça, que t'avais plus ce côté social en France, pourtant qu'on avait tendance un petit peu à critiquer en disant en France on fait trop de social. Mais quand tu le perds totalement, tu te rends compte de ce que t'as perdu. Donc de vivre avec cette épée au-dessus de la tête en disant si je me plains, si je dis non à quelque chose, peut-être que moi aussi je vais me faire virer. Donc ça fait peur quand t'as une famille à soutenir. Donc il a vécu avec ça. Donc au départ il a rien dit, il a essayé de faire des efforts pour partir. Donc il partait 2 semaines, 3 semaines. Et puis à partir de cet été, à partir du mois de juin, on lui a dit voilà, on a besoin de toi. Faut que tu partes donc dans un état, donc le Missouri. Tu dois partir là-bas. Donc sa chef a essayé de temporiser. Elle a bien vu que ça ne lui plaisait pas, donc elle lui a proposé qu'on parte 1 semaine avec lui. Mon fils était en vacances pour que ça soit un petit peu moins dur à vivre. Elle se rendait compte aussi que ce qu'elle lui avait annoncé dès le départ, c'est elle qui l'a recruté, c'était pas ça. Donc voilà. Et puis donc il a fait ces 2 semaines là-bas, il est revenu, il est reparti au Mexique. Puis après on lui a dit faudrait que tu ailles à Lexington, donc dans le Kentucky. Le mari de Sabrina prend donc la route du Kentucky cette fois-ci et très rapidement, on lui apprend que ce n'est pas pour 2 semaines qu'il doit rester, mais pour 10 semaines, presque 3 mois. À ce moment-là, cela fait 8 mois que la famille s'est installée aux États-Unis et sur ces 8 mois, le mari de Sabrina s'est absenté plus de 3 mois. À une situation familiale compliquée s'ajoute donc la distance.
donc ça faisait quand même un petit peu beaucoup. En sachant que son fils n'était pas quand même bien. C'était les vacances scolaires, donc il était avec moi, mais on savait pas comment la rentrée, comment ça allait se passer. Son fils qui disait le dimanche soir, papa, j'ai pas envie que tu partes. Enfin bon, on n'est pas parti de France pour que je fasse mon expatriation de mon côté, et puis lui, voilà, donc de vivre à l'hôtel. Donc c'est ce qui a fait qu'on a eu une conversation et qu'on a pris la décision de rentrer. En entendant son histoire, j'imaginais que Sabrina avait souffert de la solitude, avec les absences répétées de son mari. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'elle retient. Elle qui, par contre, ne voulait vraiment pas rencontrer de Français, elle voulait travailler son anglais, elle voulait découvrir la culture, a en fait trouvé soutien et beaucoup d'amitié solide auprès des familles françaises de sa ville. Donc j'ai réussi à me faire des amis, donc j'allais boire un café 1 à 2 fois par semaine, ça me permet de discuter, de décompresser, pouvoir échanger sur les enfants. On avait des enfants à peu près du même âge, donc elles, ça faisait 3 ans qu'elles étaient là, donc elles avaient vécu ça, elles arrivaient un petit peu à me sortir la tête de l'eau, je vais dire. Après, j'essayais beaucoup de me rattacher au positif, donc le fait que j'ai du temps pour moi, pour faire des choses que j'aime, des activités manuelles, d'avoir mon fils avec moi. Mon mari, quand il était là, c'était top. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas de vacances et il a été tout le temps au boulot, quoi. Il y a des matins, il se levait à 4 heures du matin parce qu'il avait des réunions avec l'Europe, la Chine. Enfin bon, voilà, tout le monde était mélangé. Et puis le soir, de finir à 18 heures, alors qu'il est en télétravail. Hein, il a pas les trajets comme en France. Donc, il a eu vraiment une charge de travail plus importante. Il avait la tête dans le guidon. Pas bien, cette pression, cette épée au-dessus de la tête. Si je conviens pas, je vais me faire jarter. Clairement. Donc moi, mon ressenti, c'est j'essayais d'aller bien pour soutenir mon mari, pour pas lui montrer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'étais à fond sur Instagram en train de montrer un petit peu le positif, de voir le positif, de me dire il y a des belles choses, on n'est pas venu là pour rien, il faut profiter. Pour moi, c'était un petit peu comme des vacances, quoi. Je pense que c'était mitigé. Au fond de moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Mon mari n'allait pas bien. Enfin, bon, il y a des fois où il disait ouais, j'en ai marre. Enfin bon, je vais me faire virer. Moi, je croyais pas. Je pensais qu'il dramatisait, etc. Enfin, bon, voilà. Et le manque de ma chienne, c'était difficile. Hein. Chaque fois, on pleurait. Ça peut paraître très bête. Hein. Donc beaucoup de négatifs, après du positif, comme je te dis, d'avoir la belle vie parce que j'avais pas cette pression sur les épaules de travailler. Enfin, quand tu dis la belle vie, en fait, c'est ce que les gens voient, mais c'est pas... Toi, tu l'as jamais ressenti comme la belle vie. Ou est-ce que tu as essayé de te convaincre que c'était la belle vie, donc tu devais être heureuse? Enfin, tu vois? La belle vie, je pense que c'est sur le papier. C'est vrai que mon mari gagne très bien sa vie ici. Donc, ce qu'on pourrait croire qu'il gagne très bien sa vie ici, comparé à la France, il a plus que doublé son salaire français. On a une très belle maison qu'on paye très cher. La voiture qui est très chère. Enfin bon, tu peux croire que c'est beau, etc. Mais finalement, tu te rends compte que tu baisses en qualité de vie en France. Alors d'accord, on travaillait tous les deux, etc. Donc il y avait deux salaires qui rentraient. Mais ici, c'est-à-dire que on pouvait pas se faire de resto. Ou si tu peux aller manger au McDo, hein, si tu veux, c'est moins cher qu'en France. Mais si tu veux te faire un resto comme on se faisait en France, des restos corrects, c'est tout de suite, c'est $150 sans le type. Tu vas chez le coiffeur, tu vois, je suis blonde, ça a un coût, c'est, je crois, $280. Parce qu'en fait, on vit dans un coin type très riche. Donc, c'est-à-dire que le salaire médian ici, je crois que ça doit être la hauteur de ce que se fait mon mari, à peu près. Donc, je vais être honnête avec toi, c'est 130K. Ça représente quand même une somme. Mais quand tu réfléchis, tu as ta maison qui vaut $3000. En fait, non, tu as l'assurance santé à payer, qui est très chère. Donc, je pense que tu laisses facilement plus de $1000 par mois. Mis bout à bout, oui, ça peut paraître une vie de rêve sur le papier. La réalité est différente. Après, quand je dis vie de rêve, c'est dans le sens où j'avais plus cette pression du travail. J'avais posé une casquette et si tu veux, j'étais juste femme, épouse et mère. J'étais plus salariée. Enfin, juste, il y a du taf quand même. Oui, c'est sûr.
Lorsque l'un des époux est en souffrance et malheureux, lorsque il ou elle ne peut se projeter, se demande si il ou elle est à la hauteur, la confiance en soi et la confiance en son couple peut être affectée également. Sabrina me confie que cette situation a été à l'origine de quelques tensions au sein de son couple. Mais cette discussion menant à la décision fatidique de rentrer en France a été salutaire et a permis de crever l'abcès, comme on dit. Il y a eu des tensions dans notre couple avant, pendant le séjour, où mon mari voyait vraiment tout en négatif. Donc il ne supportait plus rien, il ne voulait pas sortir, il ne voulait voir personne. Alors que moi, au contraire, tu vois, j'étais du côté à dire mais si, ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc en fait, on se comprenait pas. Moi, je pensais essayer de lui remonter le moral, mais en fait non, ça lui remontait pas le moral, voilà. Et puis ouais, je pense que les tensions, ça a été vraiment courant au bout de 2-3 mois où lui était toujours au fond du trou. Moi, j'avais remonté et j'arrivais à avoir du positif et lui n'en voyait pas. Parce que tu dis, en fait, tu viens là, etc. Mais enfin, bon, si c'est pour te voir mal, mon mari, en France, je l'ai jamais vu pleurer. Ici, il pleurait, quoi. Donc, et surtout, c'est que c'est quelqu'un d'assez fier et qu'il ne veut pas en parler. Donc, en fait, on n'en parlait qu'ensemble quand on avait nos familles. Il masquait beaucoup. Ouais, et moi aussi, quoi, tout allait bien, en fait. Comme tu dis, les gens, oui, c'est de la belle vie, c'est, voilà, je vais me promener, etc. Je suis libre. Mais au final, quand tu passes le pas de ta porte, c'est pas ça. Ce qui est la réalité, c'était pas vraiment notre réalité. Je pense que oui, c'était une part de semblant. Et alors enfin, arrive cette soirée décisive au cours de laquelle Sabrina et son mari ont décidé que c'était assez et qu'ils allaient rentrer en France plus tôt que prévu. Au mois de juin, quand on lui a demandé de partir dans le Missouri, il avait pas envie. Donc il a dit ok, j'y vais, mais pour 2 semaines. Par contre, si on me demande d'y rester plus longtemps, je dirais non, peu importe les conséquences. Donc les conséquences, il s'attendait vraiment à ce qu'on nous mette dans l'avion et qu'on parte. Donc c'est à partir de là où il a commencé à réfléchir qu'il irait pas au bout de ses 3 ans. Donc après, on n'en a pas parlé clairement. On a fait comme si tout allait bien. Donc pour moi, c'est difficile quand il partait la semaine. J'étais confrontée entre l'idée de lui montrer ouais c'est bien, je suis contente, enfin bon voilà, et le côté non, je suis triste que tu partes. C'était difficile pour moi parce que quand il était pas là, j'étais autonome. Enfin bon, je m'occupais de mon fils, l'anglais, j'arrivais à me débrouiller, j'arrivais à me faire comprendre. Enfin bon, j'arrivais à me dépasser, donc ça non. Par contre, le voir lui pas bien et puis notre fils vraiment pas bien, le manque, c'était difficile. Donc à partir du mois de juin, je pense que dans sa tête, il a commencé à avoir le cheminement de se dire on va pas aller jusqu'au bout. Moi, j'ai fait un peu l'autruche. On est parti en vacances, à essayer de montrer encore une nouvelle fois le positif, etc. On va aller en Floride parce qu'il a toujours rêvé de la Floride. Et puis en fait, il y avait toujours des choses négatives qui nous revenaient en pleine face, que ça soit professionnel ou en dehors. Et j'avais beau essayer de lui dire oui, mais j'étais quand même un petit peu au fond d'accord avec lui. Tu vois, j'essayais de remonter le bateau toute seule, mais enfin bon, il prenait l'eau. Et au mois d'août, donc quand on lui a annoncé en pleine réunion qu'il allait faire 8 à 10 semaines supplémentaires, voire plus, jusqu'à temps que l'usine aille mieux, il m'a clairement dit, voilà, j'ai réfléchi, on rentre. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, il m'a quand même demandé mon avis. Mais si tu veux, ça faisait 8 mois, du coup on était au mois d'août, que je le voyais pas bien, que je ramais, etc. Tu peux pas dire à quelqu'un que t'aimes, allez, on fait semblant, allez, voilà. Non, c'est beaucoup de sacrifices. Et en plus, ce que j'ai pas abordé, c'est que au mois de juin, tous nos amis français sont partis. Donc 4 couples de Français sont partis, les enfants sont partis, mon fils s'est retrouvé sans amis français, à reperdre encore ses amis, donc à se rendre compte qu'il avait perdu quelque chose en France et c'était encore plus dur. Et donc même pour moi, du coup, j'avais plus mes copines sur qui il comptait. Je crois qu'on était arrivés au bout. Et puis donc du coup, tout ce qu'on pouvait se dire un peu avant en off, tous les deux, que j'essayais de dire mais non. Eh bien, maintenant je me dis mais si. Ça a été dur parce que c'était soudain pour moi.
parce que j'avais fait semblant que tout allait bien, qu'on allait aller au bout de nos 3 ans, etc. Et finalement, la réalité m'a rattrapée et je savais au fond que c'était le bon choix parce que je voulais revoir mon mari sourire. Et excuse-moi, voilà, c'est un peu dur de reparler de ça. Mais ouais, et puis comme je te dis, pendant ces préparatifs, pendant le Covid, où c'est moi qui ai dit mais si, ne lâche pas, on le fait. C'est vrai que j'avais cette culpabilité déjà de me dire si j'avais pas autant poussé, on serait pas là, il aurait pas connu ça. Et ouais, c'était un peu ça. Ce qui était le plus dur pour moi, en fait, c'était de me dire que on s'était fait souffrir pour rien et qu'on avait fait souffrir notre famille pour rien. C'était vraiment de la culpabilité. Excuse-moi. De la prise de décision tous les deux, c'est presque un coming out auprès de votre entourage. Non, mais tu vois, de dire, en fait, on a le sourire depuis des mois, mais vraiment, ça va pas. Comment ça s'est passé finalement cette révélation autour de vous dans votre entourage? Est-ce que ça a été salutaire, ça vous a libéré? Alors jusqu'au bout, on a fait ça en cachette. Donc on a passé une nuit à prendre les décisions, à réfléchir aux conséquences, à envisager ce que ça voulait dire de repartir sans rien, à zéro. Donc mon mari a envisagé donc de pas revenir dans l'entreprise française, de tout quitter. Donc ça voulait dire de retourner à 35 ans chez papa, chez maman, alors qu'en France on avait une belle situation. Ouais, on avait une aisance financière. Enfin, faut dire les choses. Après, je veux pas passer pour quelqu'un de prétentieux ou quoi que ce soit. Mais non, mais vous gagnez votre vie et vous étiez bien, quoi. Ouais, voilà. Mon mari était cadre. Enfin, on avait, voilà, on pouvait se faire plaisir, on pouvait faire ce qu'on voulait. On allait au restaurant toutes les semaines. Donc, on a eu cette discussion-là, tous les deux. On était d'accord. C'est vrai que j'ai eu besoin d'en parler, sauf que on avait encore cette pudeur. Donc on l'a pas dit à nos parents, on l'a dit à personne, on pouvait le dire à personne. Même mes amis, en fait, je leur ai pas dit. Parce que elles étaient forcément liées aussi au travail de mon mari, je voulais pas que ça se sache. J'avais besoin d'en discuter, j'ai réussi à avoir du soutien sur Instagram. Grâce à la communauté d'expats, les gens étaient vraiment bienveillants, m'ont dit non, c'est pas une erreur. J'ai mis à peu près 10 jours à le dire à ma mère, donc ma mère l'avait senti. À 7000 km qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors j'ai pleuré, au départ elle pensait que c'était de la tristesse, tout le monde a cru que c'était de la tristesse, mais en fait non. C'était, comme tu as pu dire, un coming out, si tu veux, c'est dire tout haut ce que tu as sur le cœur depuis 9 mois, voire plus. Et puis dire... Alors je veux pas dire le mot que j'ai fait une erreur, mais tu vois, avouer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que c'était pas fait pour nous, et tu vois, c'était dur un peu de se dire en fait c'était notre rêve, mais c'était pas notre réalité. C'est quoi la suite? Du coup, là, tu me parles encore du Tennessee. Pour quand est prévu le retour? Dans quelles conditions? Comment est-ce que vous préparez votre retour? Notre retour est prévu pour début décembre, parce que mon mari avait des obligations de rester ici pendant 1 an. Il a annoncé qu'il voulait partir, qu'il se sentait pas bien. Ils ont quand même essayé de comprendre. Ils lui ont donné une augmentation. Et ils lui ont dit, tu feras pas les 10 semaines supplémentaires. Donc finalement, là où étaient nos peurs, ils n'ont pas été si méchants que ça. Ils n'ont pas dit, t'es viré, tu prends ton carton et tu t'en vas. Mais la décision était prise et on voulait pas revenir dessus. Ils lui ont proposé des postes en France, dans l'entreprise, de revenir. Il a refusé. En fait, on a l'impression que, je pense vraiment d'avoir un nouveau départ. Pour lui, c'est le bon moment. Donc, ça faisait 15 ans qu'il était dans la même entreprise. Et du coup, il a décidé de dire stop. Donc, même s'il travaille toujours à l'heure actuelle pour eux, mais au mois de décembre, c'est stop. Ici, il n'y a pas de préavis. Ils sont au courant, mais on sait que de décembre, je crois que c'est un vendredi, le 2 décembre, et on sera parti. Et on a prévu de rentrer le 6 décembre. Alors, on aurait pu choisir la facilité, on aurait pu rentrer avec l'entreprise en France, essayer de négocier des choses, négocier des primes, négocier des containers, des choses comme ça. On rentre tout à nos frais, on rentre sans rien. Donc, sans maison, parce qu'on n'est plus propriétaire en France, sans voiture, sans travail, sans rien. On rentre chez papa, maman. Mais vous êtes heureux. Mais on est heureux. Mais c'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. C'est moi, en tout cas, mon espoir, c'est vraiment de revoir mon mari heureux, épanoui. Lui qui vivait que pour
pas que pour le travail, mais moi, je l'ai toujours considéré comme carriériste parce que son travail, c'était tout. Il se voyait faire sa carrière pour cette entreprise. Ouais, de le voir claquer la porte, de dire non, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas et si tu veux, moi, je le soutiens, quoi. Alors oui, ça me fait peur, hein, bien entendu, parce qu'il avait une situation, mais je préfère qu'il soit heureux, qu'il parte de zéro et qu'il soit vraiment heureux et tout suivra parce on sera dans notre pays, parce qu'on a notre famille. On a eu peur de le dire à notre famille parce que, comme je disais, on a eu l'impression de les faire souffrir, que notre choix de partir était égoïste. Ils sont tous très très contents de nous revoir. Donc, et puis d'être là comme soutien. Tout le monde nous a dit que non, c'était pas une erreur. Enfin, bon, personne n'a été dans le jugement ou quoi. Vraiment, voilà quoi. C'est de notre famille. Finalement, Sabrina et sa famille rentrent avec encore beaucoup d'inconnus quant à leur avenir en France. Mais cette fois-ci, ils sont sereins. Et ils sont prêts à être heureux. C'est tout à fait ça. On est serein, on est heureux, on sait que... En fait, on a l'impression de refaire une expatriation parce que on va repartir à zéro, mais ça sera plus facile parce que ça sera notre langue, ce sont nos règles, notre culture, etc. On va retrouver tout ce qui nous manque. Après, de cette expérience, on en retire quand même du positif parce que on fuyait rien du tout, en fait. C'est juste qu'on voulait voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et finalement, on s'est rendu compte que non, et on se rend compte de tout ce qui nous manque. De ce qui est important pour vous aussi, en fait. Ouais, en fait, de tout ce qui nous manque en France. Je sais pas comment exprimer ça, mais ouais, c'est le côté positif, c'est qu'en fait, on est bien en France. Pourquoi partir ? Avec tout ça, le fils de Sabrina lui aussi va mieux. Il a commencé à se faire des copains. Une petite fille l'a même demandé en mariage il y a quelques jours. Alors Sabrina commence à vivre la culpabilité inverse. C'est pas une girouette, quoi. C'est un enfant de 6 ans, il a besoin de stabilité. Et puis finalement, non, tu te rends compte que tant qu'il voit ses parents heureux, il est heureux. Donc, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il est plus serein. Tu vois, le fait de partir, il est content de retrouver notre chienne, de retrouver ses cousins, cousines, sa famille. Je le trouve mieux. Et c'est vrai que du coup, on vit ces dernières semaines, mois, avec davantage le sourire. Donc, on bougeait pas avant. Mon mari, les week-ends, voulait pas bouger parce qu'il n'a pas envie de voir des Américains. Je pense qu'il envoyait toute la semaine et que voilà, il voulait. C'est un peu un il rejet, avait pas quoi. envie. Ouais, c'est ça. Il veut plus manger de burger. C'est vrai. Pas loin. D'accord. Mais oui, en France, on pouvait manger au McDo une fois par semaine. Ici, non, tu vois, ça passe pas. Mais ouais, je pense que c'est un rejet. Mais non, du coup, depuis qu'on a pris la décision, donc il y a 7 semaines, on a fait pas mal de choses chouettes, pas très loin de chez nous, mais tu vois, à 3 heures, etc., qu'on faisait pas, qu'on n'avait pas pris le temps de faire, parce que déjà, mon mari était pas là la semaine, donc il rentrait le week-end. Il avait pas forcément envie de se refaire 3 heures de route, parce qu'à chaque fois, ses trajets dans le Kentucky, dans le Missouri, c'était en voiture. Donc, tu vois, il avait pas envie de conduire. Enfin, on avait envie de passer du temps ensemble. Que là, du coup, il est à la maison, il a dit non aux 10 semaines supplémentaires, il est à la maison, il est en télétravail. Et oui, du coup, on a du temps. Et ouais, du coup, on vit un peu ce qu'on pensait, ce qu'on voulait vivre en partant. Il y a une chose que nous n'avons pas encore abordée dans ce récit, c'est la réussite de l'expatriation. Ou plutôt, la pression sociale autour de la réussite de l'expatriation. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent chaque mois pour nous parler de cette pression sociale de réussir. Pour qui partir aux États-Unis, en l'occurrence, était une grande réussite, une preuve de succès. Comment gérer cette pression ? Est-ce une pression qu'on s'impose nous-mêmes ? Est-ce une pression sociétale ? Comment s'en défaire ? Partir aux États-Unis,
c'est réussir pour beaucoup, pour beaucoup. Donc j'ai eu certains retours quand j'ai dit qu'on rentrait qui m'ont dit non mais il faut continuer en fait. Des gens sur Instagram que je connais pas C'est vrai qui m'ont dit comme quoi on était faible de partir, que en effet que pour une expatriation qu'il fallait être fort, qu'on n'était certainement pas assez fort pour ce cheminement. Que donc c'est un rêve pour beaucoup de Français et que pourquoi rentrer en fait. Mais comme j'ai pu dire, les vacances c'est différent de la vie. Et puis une nouvelle fois, les États-Unis c'est très grand, donc vivre dans un état à un autre, je pense que tu es bien placé pour voir quand même que tu as quand même des différences de mentalité, culturelle, etc. Après, je pense que il y a une pression sociale dans le sens où oui, clairement, il y a beaucoup de paraître. Comme mon récit, je pense, le montre. En fait, c'est du paraître que tout va bien, que tout est beau, que l'herbe est plus verte ailleurs, que t'as pas fait une erreur en partant, que ton choix a été le bon. Et oui, je pense qu'il y a ce côté-là où on montre pas assez le négatif, les problèmes qu'on peut rencontrer. Quand tu vis à 7000 km, que tu es loin de tout, que tu maîtrises pas les codes sociaux, que tu maîtrises pas les lois, que tu sais pas ce que tu as le droit de faire, que tu te sens pas chez toi. Donc, nous, personnellement, on n'est pas des gens... Alors, je sais pas si le mot est bon, mais tu vois, on n'est pas en envahisseur. On n'est pas dans le sens, on veut apporter quelque chose. Tu vois, on voulait pas s'imposer. Nous, on est pour prendre quelque chose, tu vois, pour apprendre. Pour apprendre à en faire une force. On est vraiment avec cette idée-là. Et on va vivre 3 ans, parce que notre visa était de 3 ans. On disait peut-être plus, peut-être qu'après on partira ailleurs, en Asie, ou voilà. On était vraiment dans l'idée de découvrir, pas fuir la France, mais découvrir, s'imprégner d'une nouvelle culture. Et finalement, non, je pense que l'expatriation n'est pas pour nous. Alors il y a des gens qui nous ont dit, mais peut-être que vous allez repartir dans quelques années. Au vu des difficultés, comment ça s'est passé, etc., c'est moi, on part ces années, parce qu'en tout ça fait plus de 2 ans, où il y a du mal-être. Je pense que non. Je pense qu'on va rester en France et qu'on ira en vacances juste dans d'autres pays. Mais la vie, c'est pas pour nous. Mais juste nous, en fait, on se sent pas à notre place. Est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais rétrospectivement ou par rapport en fait à ce départ Alors le conseil que je me donnerais, c'est de ne pas me croire au-dessus des autres, de croire le coach. Alors ça a été particulier parce qu'il y a eu le Covid, on n'a pas pu faire de voyage de reconnaissance, mais je pense que si on serait venus comme les autres expats, nos amis qui sont venus une semaine pour voir un peu sur place, etc., on serait rendu compte du coût de la vie ici, que le salaire sur le papier, les 6 chiffres font rêver, mais finalement c'est compliqué de boucler les fins de mois comme tu as envie. Donc je pense ne pas se croire au-dessus des conseils. Et c'est ça, quoi. Se renseigner et échanger aussi avec d'autres expatriés. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie très sincèrement Sabrina pour son témoignage précieux et je vous le disais, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté quelques clés pour préparer vous aussi potentiellement une expatriation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, voire même sur les plateformes d'écoute. Vous connaissez le refrain par cœur, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et mettre un petit commentaire, ça nous aide vraiment. Tradition oblige, je vous propose de découvrir ensemble quelques indices sur l'épisode de la semaine prochaine. Pour le conjoint, ça peut être compliqué. Si y en a un qui part avec un travail et que l'autre a pas encore de travail, c'est une vraie problématique. Et que si le conjoint ne trouve pas de travail ou ne s'intègre pas rapidement dans le pays, ça cause des problèmes dans le couple et ça cause aussi souvent des retours anticipés. Cette problématique du conjoint est vraiment réelle. C'est-à-dire qu'il y a 80% des décisions d'expatriation sont prises avec le conjoint.
Et il y a en fait énormément d'expatriations refusées. Nous, on le voit pas, ça reste derrière du choix du conjoint, qui ne souhaite pas partir parce qu'il veut pas quitter son boulot, parce que voilà. Et ça existait pas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Le conjoint, il avait aucun problème, il partait, et ce n'est pas que français. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution de l'expatriation. Ça veut dire que ça s'équilibre un peu plus, et c'est quand même positif. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.